À la suite d'une plainte introduite par la Commission électorale nationale indépendante, la police nationale congolaise a mis la main sur 4 individus, dont 3 policiers appartenant à un réseau de producteurs de fausses cartes d'électeurs. Au nombre de personnes arrêtées au sujet du dossier des productions des fausses cartes d'électeurs à l'antenne de la CENI, commune de la Gombe, figure le nommé Papi Nyatimpolo qui exerçait en tant qu'agent temporaire de la centrale électorale. Cet agent avait pour complice 3 policiers, le brigadier chef Nzuzi Kinzunga Joli, Séraphin Mwanda Mwangala et Gloire Mbala Louyeye. Papi Nyatimpolo, informaticien de son état, a réussi à mettre en place un réseau de faussaires qui passaient par ses soins pour parvenir à leur fin. Il en produisait autant que possible à sa résidence 6-30 avenue Kimpemba, quartier 3, dans la commune d'Njili. Dans leur mode opératoire, les 3 individus se présentaient comme les 3 policiers si haut nommés, interpellés au même moment que Papi Nyatimpolo agissait en tant qu'intermédiaire chargé de trouver des demandeurs de nouvelles cartes d'électeurs ou des duplicata. Une fois arrivés sur place, pour soit solliciter un duplicata des cartes d'électeurs, soit des personnes non enrôlées lors de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, souhaitant en obtenir une, les policiers précités prenaient en charge la requête du demandeur. Sur les sommes d'argent exigées à leurs victimes, Papi Nyatimpolo, le cerveau de la bande, percevait 10 000 francs congolais par personne. Aussitôt la demande enregistrée via certains individus composant ces réseaux, y compris quelques agents de la police nationale congolaise, dont le coup, Papi Nyatimpolo livrait le lendemain la fausse carte au sein même des installations de l'antenne, donnant l'illusion d'une vraie pièce authentifiée par la CENI. Ces inciviques photographiaient le requérant à l'aide de leur téléphone portable avec leur identité qu'ils faisaient parvenir immédiatement à M. Papi Nyatimpolo qui disposait de tous les intrants pour produire des fausses cartes. Le matériel utilisé par ces faussaires est composé de 3 imprimantes déjà utilisées par la CENI en 2017, un ordinateur avec une maquette de la carte d'électeur conçue et préinstallée. Le chef des bandes n'échangeait que les données en produisant en un tour des mains ces fausses cartes d'électeurs. D'après les bureaux de la CENI et la police ville-province de Kinshasa, les électeurs porteurs de ces fausses cartes, fabriquées avec les moyens des bords, seront incapables de voter le 20 décembre prochain. Une fois de plus, bienvenue à ce journal. Le bilan est aussi économique. Au terme du quinquennat, le ministre des Finances a avancé des chiffres satisfaisants. Nicolas Kazadi a énuméré le budget qui a quadruplé une évolution du cadre macroéconomique de 2019 à 2023. La croissance est partie de 5,8% à 6,2% en 2023. Quant à la pression fiscale, elle est partie de 9% en 2018 pour une projection de 13,2% en 2024. Une autosatisfaction qui ouvre sur des perspectives heureuses. Nous avons eu une très bonne croissance, mais nous avons connu néanmoins une évolution de l'inflation un petit peu erratique. Entre 2018 et 2021, l'inflation s'est bien comportée. En 2018, on était à 7,23%. En 2021, on finissait l'année à 5%, avec une inflation, un pic à 15% en 2020. 2020 étant une année marquée par la crise Covid, avec tout ce que cela a entraîné comme difficulté impact au niveau des finances publiques et au niveau du déficit des finances publiques. L'inflation, donc, s'est bien comportée jusqu'en 2021, même un peu 2022, mais fort malheureusement, la crise en Ukraine a eu un impact direct sur notre économie parce que en 2022, la vulnérabilité de l'économie congolaise est apparue de la manière la plus forte, puisque nous importons quasiment la totalité des principaux produits de consommation, de grande consommation, que sont le riz, les huiles, le lait, etc. Et donc, nous avons importé cette inflation et nous avons connu 13% d'inflation en 2022. Et cela s'est poursuivi en 2023, parce qu'en 2022, ça a été relativement limité par le fait que les recettes d'exportation nous ont permis de faire face à la facture des importations, mais en 2023, nous avons connu un petit recul de nos recettes d'exportation liées
à la baisse des prix du cobalt. Et donc, cela s'est répercuté par un comportement en baisse de la monnaie locale, de la monnaie du franc congolais, et ça s'est répercuté automatiquement sur les prix intérieurs puisque l'économie est extrêmement extravertie et très ouverte. Le porte-parole du gouvernement se dit satisfait de la performance dont a fait montre le gouvernement dans l'évolution des chiffres réalisés durant le quinquennat. Il insiste sur la bonne gouvernance dans la mobilisation des recettes au trésor public afin de donner à l'État des moyens de sa politique. 2024 parce que nous avons préparé les budgets 2024. Et parce qu'on parle de budget, il faut savoir que les budgets ont été triplés. Nous sommes partis d'un budget de 5,7 milliards, je pense, si ma mémoire est bonne, pour arriver aujourd'hui à un budget de plus de 16 milliards. C'est inédit. Je ne pense pas que dans cette période, aucun pays ne l'a fait dans le monde. Mais les chiffres, c'est aussi les efforts qui ont été consentis, parce que plusieurs fois, on nous a dit les fonds générés ont servi à quoi? On va vous donner des indications. Par exemple, il y a eu 300 000 nouveaux mécanisés et pour la première fois depuis une bonne dizaine d'années, il y a eu 10 000 mises à la retraite et tant d'autres chiffres. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir, parce que c'est les spécialistes du gouvernement sur le sujet, de revenir un peu sur la problématique à un moment du taux de change pour expliquer l'incidence de tout ce qui se passe dans le monde entier sur l'économie en République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, bonsoir. Ce soir, ce n'est pas le briefing classique, mais ce soir, nous avons voulu créer ces cadres pour ce besoin, pour couvrir ce mois de campagne. Nous voulons revenir sur les principaux chiffres que nous avons fait sous la présidence justement du président Tshisekedi. La première session a été faite avec le directeur général de la Régie des eaux, qui nous a démontré par A plus B qu'en 5 ans, on a pu donner de l'eau à près de 11 millions de Congolais. Le candidat numéro 20 est attendu ce mercredi dans la ville de Butembo après son étape de Bunia. Lors de son meeting tenu mardi dans ce coin du pays, le candidat à sa propre succession a martelé sur le départ en douceur de la mission onusienne. Quant au déficit en électricité et en eau potable au chef-lieu de l'Ituri, Félix Tshisekedi a rassuré que ces deux secteurs sont pris en compte dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Le candidat numéro 21 prendra la direction de Butembo et Bunia pour sa 10e journée de campagne. La 9e étape était Béni. Lors de son adresse dans la ville de Béni, Martin Fayulu a promis une armée et une police forte pour faire face à l'insécurité qui a élu domicile dans cette partie du pays avec l'installation des brigades d'alerte. Pour sa part, Moïse Katumbi continue sa percée dans la partie est du pays. Il est arrivé ce mercredi à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, après l'étape de Kindu dans le Maniema, où il a tenu un meeting à la place Mapon. Malgré l'attaque de son cortège qui a entraîné la mort de l'un de ses partisans, le candidat numéro 3, lors de son meeting électoral à Kindu, prônait le pardon et la non-violence tout en condamnant ces actes de barbarie qui ont endeuillé son parti. Moïse Katumbi a également appelé la population à ne pas considérer les animateurs du pouvoir en place comme des ennemis, mais plutôt comme des frères. Et puis le maire de Kindu rejette les accusations des militants de l'opposition selon lesquelles la police aurait tiré des balles réelles sur les manifestants. Augustin Moulamba a rassuré que la situation s'est déjà calmée car le candidat numéro 3 a tenu son meeting en toute quiétude. Entre-temps, le collectif des avocats de Kindu était dans la rue mercredi pour réclamer justice après la mort de l'avocat et coordonnateur adjoint de la jeunesse d'Ensemble pour la République au Maniema, tué hier lors de l'arrivée de l'opposant Moïse Katumbi. Floribert Anzuluni installe le débat dans sa campagne électorale. Le candidat numéro 5 était en tribune populaire à Uvira. Il a accueilli des desiderata de la population et a proposé son projet de société, mieux le contrat social sur lequel il s'appuie en réponse aux priorités des Congolais.
De la province du Sud Kivu, le candidat président de la République, Floribert Anzuluni, poursuit sa campagne citoyenne de proximité. Une tribune populaire de la ville d'Uvira lui a permis de présenter les grands axes de son projet politique, dont les principaux axes, le rétablissement de la sécurité, l'amélioration de la gouvernance, une économie au service du social. Haifanane na bengine parce que inatoka ma priorité, inatoka muile contrat social, enye inatoka mu ma consultation tulifanya ku population. Situation sécuritaire iko mubaya sana. Kama mnapenda kuregea problème ya situation sécuritaire, hakuna moyen ya mingi. Il faut tukue na ile manaitaka un état. Il faut tukue na armée et les batu biko bien formés, na biko na ba conditions muzuri. Il faut tukue na police et les batu biko bien formés, na biko na ba conditions muzuri. Gouvernance ya inchi, namuna inchi iko gouverner. Ba acteur politique, ba politicien, na ile ndio sisi tuaipa bwizi. Ile ndio objectif yetu ya pili, kumaliza bwizi. Ya tatu ni situation sociale na inaendaka na situation économique. Surnommé Colo Débat par ses sympathisants, Floribert Anzuluni n'a pas dérogé à son habitude d'échanger avec la population en accueillant plusieurs membres du public sur la tribune afin de s'enquérir de leurs préoccupations. Le prix Nobel de la paix est dans la ville de Béni après l'étape de Butembo. Denis Mukwege a promis la fin de la guerre et de la fin durant son mandat à la présidence. C'était au rond-point 30 juin que le prix Nobel de la paix s'est adressé à la population locale. À travers elle, il s'est adressé aux populations déplacées tout en demandant à toutes de se battre pour la paix. C'est aux environs de 10h heure locale que le docteur gynécologue Denis Mukwege est arrivé en ville de Béni. Après l'aéroport, le candidat numéro 15 à la présidence a été accueilli par une foule immense à l'entrée de la ville, la foule qui l'a ensuite accompagné jusqu'au repos du 30 juin où il s'est adressé à la population. Dans son discours, Denis Mukwege, le candidat président numéro 15, a notamment parlé de la réforme de l'armée et la police pour que l'Est de la RDC soit pacifié. Le prix Nobel de la paix 2018 a aussi parlé d'autres différents points qui constituent son projet de société. Programme yetu ya société inalenga vitu vitatu. Mon programme repose sur 3 choses. Premièrement, mettre fin à la guerre. À deuxième position, nous voulons mettre fin à la famine, c'est-à-dire créer des emplois pour des habitants. À troisième position, nous voulons lutter contre les antivaleurs dans notre pays. Par ailleurs, dans les mêmes meetings, Denis Mukwege a aussi promis la création des zones agricoles devant aboutir à la mise à place des usines de production de produits vivriers et consorts dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, affectées par les affres de la guerre imposées par des groupes armés locaux et étrangers. Avant de clôturer ce meeting au repos du 30 juin, le docteur Denis Mukwege a accordé parole à quelques habitants qui ont posé des questions et lui ont donné quelques conseils qu'il mettra en pratique une fois élu président de la République. Il s'est ensuite rendu dans une des salles pour s'entretenir avec quelques habitants. Où est la place du genre dans le débat électoral? Cette question se pose avec acuité, surtout pendant les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Des journalistes et autres acteurs de la société civile ont échangé sur la problématique et proposé des stratégies. Placer la lutte contre la violence au cœur de la campagne électorale, sujet au cœur du débat, en cette période qui coïncide avec les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Les participants à ces échanges ont circonscrit les construits humains comme substance de départ. Les gens ont construit dans leur pensée pour catégoriser les gens, pour les classifier. Et à partir de là viennent les conséquences. Qu'il y en a qui ont plus de pouvoir que les autres, il y en a qui sont plus forts que les autres, plus riches que les autres, ainsi de suite. Des violences dirigées du fait du sexe qui affectent de façon disproportionnelle la femme et ou l'homme. De relations qui sont régies par le rapport de force
Et ça fait que les hommes ayant un rôle social dominant, en ce qui concerne les violences basées sur le genre, ce sont les femmes qui sont plus souvent les victimes de ce type. C'est le milieu propice ou les milieux ambiants où se développent vraiment les violences basées sur le genre, parce que dans la connotation de nos communautés, une femme est acceptée en tant que femme lorsqu'elle entre dans les normes, dans certaines normes définies par la société. La lutte contre ces violences qui commencent à la maison avec des répercussions sur toute la société passe par l'éducation, la préparation, la documentation. Il faut être dans le savoir-être. Deuxièmement, c'est le savoir-faire. Maintenant, le savoir. Il faut mettre à jour les connaissances, les repères, les modèles des femmes. Plus de lumière, patience sur ces femmes qui ont occupé des places de responsabilité. Il y a peut-être certaines qui n'ont pas été publiques, peut-être, mais ce sont des femmes fortes qu'il faut donner de la lumière. En guise de stratégie, les panélistes sont d'accord qu'il faut déconstruire pour reconstruire. La formation, l'information, la sensibilisation. Les VBG étant la manifestation de la société familiale, c'est à la source que le grand travail doit commencer. La mission d'observation électorale de l'Union européenne serait en pente. Des sources diplomatiques renseignent des discussions en cours entre Kinshasa et Bruxelles au sujet du maintien ou pas de la mission en République démocratique du Congo. Certaines autres sources qui se sont confiées à notre rédaction renseignent qu'aucune autorisation de déploiement n'a été jusqu'alors accordée, notamment la question des téléphones satellitaires, une question cruciale qui, si elle n'est pas résolue, rendra quasi impossible la mission des observateurs sur terrain, des observateurs électoraux déjà présents à Kinshasa depuis plus d'une semaine. Rappelons que cette mission est à Kinshasa sur invitation du ministre des Affaires étrangères congolais. Elle est composée de 13 experts électoraux, 42 observateurs à long terme qui devraient être joints par 7 autres parlementaires européens attendus le jour des élections. La République démocratique du Congo veut redynamiser le secteur d'huile de palme. Plusieurs acteurs du secteur ont été sensibilisés sur l'amélioration de la production. La finalité est de mieux servir la demande locale, revitaliser les usines d'extraction, aussi booster la production agro-industrielle et les petits planteurs dans l'idée de créer une chaîne de valeur entre les acteurs. Estimée à près de 300 000 tonnes, la production annuelle d'huile de palme en République démocratique du Congo est loin de satisfaire la demande intérieure qu'impose la croissance de la démographie du pays. Les acteurs du secteur sont de plus en plus formels. Il faut de stratégies et actions de grande envergure pour y remédier. Cette table ronde a permis aux planteurs et producteurs réunis à l'initiative de Palmélite de concilier leurs idées pour améliorer leur production afin d'absorber la demande locale et ravitailler les usines d'extraction. C'est dans le cadre de dynamiser la filière, de sensibiliser les acteurs. Vous savez très bien que le Congo est déficitaire en huile de palme. Jadis, il a été premier producteur et exportateur. Aujourd'hui, nous voulons justement montrer à quel niveau se situe le marché congolais pour pouvoir sensibiliser les gens à produire plus, à planter plus, vu les opportunités qui se trouvent dans cette filière. Booster la production des agro-industriels et petits planteurs, les recommandations de ces assises vont aussi dans le sens de la création d'une chaîne de valeur entre acteurs du secteur. Les autres compagnies qui aussi, n'est-ce pas, sont dans cette industrie, nous voulons bien, n'est-ce pas, former un pool où nous pouvons être ensemble, de réfléchir comment est-ce qu'ensemble nous pouvons développer, n'est-ce pas, la filière palmière huile au Congo. Fournisseur de semences améliorées de qualité, Palmélite a aussi présenté les innovations qu'il apporte aux côtés des données qui livrent de nombreuses opportunités autour de la filière huile de palme.
Le ministère des Droits humains a lancé mardi la mise en œuvre de la loi du 22 juillet 2022 portant protection et promotion des peuples autochtones, cérémonie qui s'est tenue devant les Pygmées et leurs invités. La République démocratique du Congo était à la recherche de l'égalité où l'homme pygmée jouit pleinement de ses droits fondamentaux et la dignité humaine restaurée. Le ministère de tutelle a pris pour prétexte la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour statuer sur la question des Pygmées. Plus d'un an après la promulgation de la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées, aucune avancée de la situation de ces peuples n'a été enregistrée. Ce sont des affirmations de 160 organisations de la société civile réunies au sein du réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers de la RDC. Les peuples autochtones pygmées sont confrontés à d'importants défis, notamment en matière de droits économiques, sociaux et culturels, tels que l'accès à l'éducation, à la santé et aux services sociaux de base, l'accès, la gestion, le contrôle et la sécurisation des ressources naturelles de leurs territoires ancestraux. Nous pouvons aussi noter les questions d'accès à la justice, le droit à la personnalité juridique, le droit à la participation aux affaires publiques. C'est aussi pour moi l'occasion de lancer un appel à toutes les parties prenantes au niveau de l'État, de la société civile, des ONG, des missions diplomatiques, des entreprises et autres acteurs pour un engagement dynamique en vue de faire avancer les droits des peuples autochtones en RDC. Repalef RDC l'a signifié au cours d'une conférence d'information et de plaidoyer lancée par le ministre congolais des Droits humains ce mardi 28 novembre. Il est important de réfléchir sur comment la loi peut effectivement être mise en œuvre afin que les droits des peuples autochtones pygmées puissent être réellement mis en avant. Et justement, réfléchir sur ces avancées-là, c'est réfléchir sur ce qui était avant, à partir du moment où la loi a été promulguée, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qu'il faut faire davantage pour que justement les peuples autochtones pygmées puissent voir leurs droits réellement être respectés. Il faut que nous ayons au sein des institutions de plus en plus de personnes, réellement des personnes autochtones, des personnes autochtones. Construction de l'université de Goma et de ses cliniques, les travaux évoluent merveilleusement bien. C'est le constat du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire à l'issue de l'inspection des travaux de construction de ces deux bâtisses. Moïndo Nzangi a remercié les ingénieurs qui se battent pour doter cette université des infrastructures modernes. Mardi 28 novembre 2023, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi Butondo en visite à l'université de Goma. Dans cette visite guidée par le professeur Moïndo Mwanda, recteur de cette institution étatique, le patron de l'enseignement supérieur et universitaire est venu se rendre compte de l'évolution des travaux de construction des cliniques universitaires de l'université de Goma grâce au partenariat public-privé. Donc ce n'est pas une question de promesses, c'est une réalité. Et donc nous remercions les ingénieurs qui sont en train de faire du travail ici de titan. Ça va très vite, ça n'a pas encore fait 2 ans, mais déjà on est presque vers la fin. Et je remercie aussi les recteurs qui font le suivi, qui poussent pour que ça se passe très vite. Et donc très bientôt, on va avoir à Goma, donc en dehors de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani, on va avoir à Goma les cliniques universitaires. Mais je voudrais bien vous rassurer que ce qu'on construit ici, c'est plus grand que les cliniques de Kinshasa, c'est plus grand que les cliniques de Lubumbashi. C'est beaucoup plus grand que ce qu'il y a à Kisangani. Ces travaux et tant d'autres pour la modernisation de la faculté de médecine de l'université de Goma s'exécutent depuis l'avènement de l'équipe du professeur Moïndo Mwanda, ce qui réjouit le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi Butondo. Je veux profiter de ce moment pour remercier le recteur Mwanda, les grands warriors avec ce comité. J'ai d'abord visité l'extension des laboratoires avec la construction
d'une salle de simulation moderne qui va être complètement équipée, s'il faut propre l'INIGOM. Je voudrais bien le préciser, puisqu'on n'a pas recréé l'INIGOM. C'est l'INIGOM d'avant qui était, des frais payés par les étudiants qui étaient consommés. Aujourd'hui, avec la bonne gouvernance que nous avons implémentée partout, il y a des constructions et l'INIGOM fait partie des bons élèves. En tout cas, il faut du bon travail. Soulignant que les travaux de construction de ces cliniques universitaires sont à phase terminale.